Bonjour, nous sommes ici à la librairie La Galerne, qui est une librairie indépendante du Havre. Et dans le cadre de l'initiative Millennium Fellowship et de notre étude sur les inégalités, nous allons aborder aujourd'hui un aspect plus particulier qui est le monde associatif. Merci à nos deux invités d'être venus. Alors on va passer aux présentations. Peut-être Madame Bichot peut commencer. Oui. Donc Julie Bichot-Fégard, je suis avraise, agent municipal aujourd'hui, mais depuis mon enfance, du coup, je pratique le milieu associatif, soit en tant que bénévole, ou alors mais comme membre de bureau, enfin à des postes divers et variés, et sur des associations qui ont eu trait à des domaines variés aussi. Bonjour, Pierrick Bichot-Fégard, donc havrais aussi d'origine, comme on pourra dire. Donc j'ai rejoint le monde associatif un petit peu tard, après mes pérégrinations de vie, voilà, dans la motivation de faire quelque chose, donc d'actif, sans être membre d'une fonction publique quelconque ou d'une entreprise, mais en tant que citoyen, vraiment, c'est ce côté-là qui est primordial. Et donc, pareil, divers postes, diverses associations, divers buts, mais voilà, généralement dans l'alternatif, ce qu'on pourrait nommer l'alternatif. Parfait. Alors, Madame Bichot-Fégard, vous faites maintenant partie de la fabrique d'antan. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la fabrique d'antan et ce que vous y faites dans cette... C'est une association? Non, c'est pas une association. D'accord. Alors justement. C'est pas une association, c'est une structure municipale de proximité mais qui a vocation, avec les habitants en fait, du territoire où elle se trouve, à animer la vie du quartier. On accompagne aussi du coup des associations dans cette structure ou des habitants bénévoles, pas forcément par le biais d'une association, mais qui ont envie de proposer des choses à leurs concitoyens. Voilà, donc c'est vraiment des structures de vie du quartier et du territoire où elles se trouvent. Parfait. Monsieur Bichot-Fégard, je pense que vous vous êtes lancé dans un nouveau projet après le confinement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Donc j'ai fait partie d'un appel à projet pour en gros un bailleur social privé du département a proposé de laisser un terrain à disposition, c'est un appel d'offres, donc on va le louer, il y aura un bail, donc, qui aura une vocation donc, maraîchère et d'éducation à l'environnement. Donc on s'est constitué avec un collectif en association justement pour répondre à cet appel. Donc on a répondu, on a eu le lauréat. Et maintenant, l'association étant toute nouvelle, moi j'utilise mes compétences donc, qui sont dans la science de l'environnement, donc c'est très large, pour faire justement de la pédagogie nature, pédagogie à l'environnement, l'éducation nature, qui de nos jours voilà, est plus un besoin urgent qu'un besoin de dilettante. Voilà. Donc j'ai monté mon auto-entreprise en espérant passer en société coopérative ouvrière de production prochainement, qui est beaucoup plus efficace au niveau salariat. Voilà, donc pour proposer ça donc, à diverses structures, aussi bien aux écoles qu'aux associations, qu'aux privés, qu'aux particuliers, qu'à tout public, car voilà, l'éducation nature est à tout niveau, utile et nécessaire. Alors, la fabrique d'antan est en train d'être réaménagée, disons, ou en tout cas il y a un nouvel espace pour la fabrique. Est-ce que l'offre d'activités se verra enrichie ou sinon, quelles sont les activités que vous faites actuellement? C'est des structures qui sont à vocation socio-culturelle et sportive, donc il peut y avoir des activités dans tous ces domaines-là. Et forcément, passer à un espace plus grand, ça sous-tend qu'il y ait effectivement plus d'activités, plus de propositions. Et je pense que cette nouvelle infrastructure est construite où il y avait anciennement une prison, c'est ça? Donc, quel message ça donne pour ce quartier qui est en train d'être amélioré ces derniers mois, ces dernières années?
C'est-à-dire, ça enrichit la vie du quartier? Ça la transforme. Bon, alors la réponse que je vous donne, elle est à titre vraiment personnel. Mais oui, ça la transforme. Le retour que je peux avoir des habitants avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter, ça transforme l'image du quartier. Et puis ça l'anime de façon différente, effectivement. Parce que la prison, elle était là depuis très très longtemps. Et puis, une prison, déjà, ça a un impact en termes d'image, effectivement, du quartier. Et puis, souvent, il y a des désagréments connexes, on va dire, qui facilitent pas forcément la vie des riverains non plus. Monsieur Bischoff-Égard, est-ce que vous pensez que l'environnement est aussi essentiel pour lutter contre les inégalités en général? Et si vous avez une expérience, peut-être, si vous avez été confronté pour l'instant à une expérience dans ce domaine, ce serait intéressant. Oui, là j'ai des centaines d'exemples qui me viennent en tête en fait. Donc la réponse est clairement oui, car là sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous manque, c'est vraiment à titre, c'est un jugement, une analyse personnelle. On est tous actuellement, nous les humains, on vit, on fait nos choses, on suit un peu le mouvement, on n'a pas la connaissance scientifique ou autre de l'environnement, comment ça fonctionne. Quand on parle de climat, quand on parle de météo, quand on parle du sol, quand on parle d'agriculture, quand on parle de toutes ces choses-là, biodiversité, le fameux mot, on voit ce que c'est, on peut comprendre, mais on n'a pas vraiment la conscience à quoi ça correspond réellement sur la planète, nous en tant qu'espèce. Nous sommes des humains. Et ce manque de connaissances, il est général. Il n'a pas de culture, il n'a pas de classe sociale. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre dans un quartier paupérisé ou dans un quartier un peu plus riche et ne pas avoir cette connaissance. Et aussi bien, on peut, dans le même sens, l'avoir l'un ou l'autre. C'est vraiment une question d'apprentissage, de prise de temps sur ça pour pouvoir apprendre, comprendre, etc. Sachant qu'il n'y a pas que les formations, on va dire, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient universitaires, etc., sont assez limitées. On va parler de biologie, on va rester dans des petits cloisonnements comme ça, donc ça va être efficace à certains points, mais toutes les interactions ne sont pas forcément prises en compte. Et on se retrouve avec quelques grandes aberrations actuellement, en tout cas en termes d'agriculture, en termes d'alimentation, et du coup de vie générale. Le CO2 dans l'atmosphère, par exemple, le changement climatique qui en résulte, les rapports du GIEC et compagnie. Je veux dire, de nos jours, qui peut expliquer le rapport du GIEC alors que c'est des rapports qui sont faits c'est de la haute pointure scientifique, sans avis particulier, c'est juste des faits, des chiffres. Voilà. Et donc dans mes expériences, pour revenir un petit peu à un côté personnel, c'est ce que je disais, quoi. On peut avoir des gens qui ont une bonne vie, qui sont, sans dire bien nés, mais qui ont une facilité, on va dire, éducative, etc., mais qui n'ont pas la connaissance, et aussi bien des gamins des quartiers paupérisés qui pareil, vivent et sans cette connaissance-là. Donc là, le but après est de propager cette connaissance, de comprendre, et de comprendre pourquoi il faut sauver l'environnement, entre guillemets. Parfait. En ce qui concerne la fabrique d'antan et votre expérience personnelle dans la fabrique, je suppose que vous voyez passer beaucoup de gens du quartier. Alors j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien social fort qui peut se créer grâce à la fabrique d'antan, et si ce lien social peut permettre à terme de lutter contre certaines inégalités, c'est-à-dire l'importance de ce lien social créé. Là, on est sur une structure municipale, effectivement, qui permet le regroupement des gens autour d'activités, que ce soit par le biais associatif ou d'activités proposées directement. Moi, je pense que tous les lieux, quels qu'ils soient, ou qui proposent un regroupement possible autour d'un partage de loisirs, de convivialité ou de compétences, il est à même, effectivement, de renforcer le lien social et les échanges entre personnes, mais d'horizons différents, ou en tout cas avec des parcours différents. Donc ça peut être qu'enrichissant. Et puis dès qu'il y a un lien qui est fait, on peut imaginer effectivement que ça puisse, dans le temps,
aplanir un certain nombre d'inégalités. Après, je pense que plus que d'une structure, qu'elle soit, institutionnelle ou associative, il y a déjà une démarche individuelle aussi et une ouverture individuelle, du coup, pour quelle que soit la forme ou la structure où on se réunit, à faire le premier pas et aller voir les autres pour partager un moment ensemble, quelle que soit l'activité autour de laquelle ça se fait, quoi. Mais il y a quelque chose qui tient à l'individu et pas forcément à la proposition d'un groupe d'individus, que ce soit institutionnel ou non. Et d'un point de vue plus personnel, maintenant vous êtes, disons, responsable d'une structure assez importante. Pas responsable. Oui, vous avez une position de responsabilité. Alors j'aimerais savoir justement si, disons, si vous vous êtes senti parfois, lorsque vous avez fait diverses expériences de bénévolat, si vous avez senti des inégalités ou si tout s'est bien passé en général, surtout comment on accède à ces positions de responsabilité sans qu'il y ait de problèmes majeurs. En termes associatifs, moi, mon expérience associative, elle remonte à l'enfance. Sur toute la ville, à une époque, on trouvait des associations socio-culturelles et sportives qui proposaient un petit peu partout des activités et qui étaient vraiment des points de ralliement pour les quartiers. Alors j'ai 43 ans, c'était une époque où il y avait peut-être un petit peu plus de mixité sociale aussi dans l'ensemble des quartiers. Et du coup, c'était vraiment un lieu de rencontre et de lien et les gens s'y investissaient beaucoup. Alors j'ai pas le recul, même si a posteriori je peux avoir un avis là-dessus sur les moyens aussi qu'avaient ces associations-là, qui sont liées toujours de toute façon plus ou moins dans le milieu associatif aussi, au lien avec les institutions et les budgets ou nationaux ou locaux. Mais effectivement, il y avait beaucoup d'adhérents, c'était des grosses associations. Et on avait encore un rythme de vie, je pense, au quotidien qui permettait aux gens de se dégager du temps pour s'investir. Alors moi, mes parents s'investissaient notamment dans la bibliothèque de cette association et la tenaient régulièrement. Donc ça a été une des entrées pour moi dans le monde associatif. Et puis je pratiquais des activités de loisirs diverses et variées dans ce cadre-là. Ensuite, au lycée, moi j'ai fait des études agricoles au départ. Alors en France, les lycées agricoles ont une particularité, ils ont un enseignement socio-culturel, ça se nomme vraiment comme ça, et la présence dans leur enceinte d'une association d'élèves à vocation socio-culturelle aussi, qui avait pour but du coup d'ouvrir le monde agricole et les populations qui étaient dans les campagnes, peut-être pas au contact tout le développement culturel des villes, de s'ouvrir justement sur l'extérieur. Et c'était une grosse association du coup pour mon lycée à Yvetot. Et c'est là où j'ai pu tester, avant d'être majeure, avec une double conduite du bureau de l'association, avec des référents adultes et un bureau élève, les fonctions de vice-présidente et de présidente d'association. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'investir dans le fonctionnement administratif d'une association. Et puis après, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai participé au long de mes études à des associations diverses. Moi, je me suis orientée dans mes études vers la protection de la nature aussi et la pédagogie de l'environnement. Je suis partie en Corrèze pour ça, toujours dans un lycée agricole où il y avait des associations fortes comme ça. Et puis, quand je suis revenue au Havre, j'ai essayé de m'investir aussi sur des associations qui avaient du sens, alors souvent aussi liées du coup à mon parcours scolaire et puis à mes envies de faire avancer les choses à ma mesure en termes de prise de conscience environnementale aussi. Très bien.
Oui, avant de passer à une initiative que vous avez mis en place avec la fabrique d'antan et dont on va parler tout à l'heure, justement sur ce point de vue un peu plus agricole avec le jardin partagé, j'aimerais tout d'abord demander à Monsieur Bichot-Fégard, euh, dans une association, comment intégrer tout le monde? Parce qu'il y a certaines fois des avis divergents, donc comment on s'assure que tout le monde ait une part à donner Ça, je dirais, c'est une question piège, parce que donc le monde associatif, les modèles plutôt associatifs, restent dans une base générale pyramidale, on pourrait dire pyramidale, avec un bureau qui va avoir la fonction administration, représentation, gestion et réflexion, et voilà, le cercle, enfin le conseil d'administration qui va être un peu plus peut-être ouvert à d'autres choses, mais qui va avoir aussi cet objectif de fonctionnement, de comment on fonctionne dans cette association, et tout le pack bénévole, donc de gens qui adhèrent à l'association, plus ou moins activement. Donc, outre l'adhésion qui peut être gratuite ou payante, voilà, les gens qui veulent participer, mais qui n'ont pas cette logique de diriger, ou en tout cas de donner une direction. Donc là, on va avoir un problème, je dirais, mais une différence selon les gens, selon les personnes, selon la personnalité, de gens qui vont être plus dans le côté leadership, d'autres qui vont être plus dans le côté suiveur, sans que ce soit un jugement péjoratif. C'est vraiment, voilà, comme je voulais dire tout à l'heure, ce que j'ai pas dit, nous sommes des êtres sociaux, on est des humains, on est des êtres sociaux qui avons besoin des uns et des autres, c'est vraiment naturel. Les neurosciences le confirment de toute façon aujourd'hui très sainement. On a besoin des uns et des autres. Donc cette coopération, donc elle prend diverses formes. Les formes qu'on a, c'est notre héritage culturel, donc sur toute la planète, quelle que soit la culture, on a voilà, ces logiques de leadership, suiveur, tac, 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 tac. Après le leadership, quand il se transforme en diktat, bon là voilà, on voit un souci, mais il y a pour certaines personnes, c'est pas forcément le problème. Le problème est le nombre de gens, l'action qu'on va pouvoir faire et ce qu'on va pouvoir y amener. Donc moi maintenant, je suis plus dans cette idée de coopération. Donc on va beaucoup plus parler, en tout cas dans les associations qu'on a, de coprésidence, voilà, d'être à plusieurs pour le même poste. Sachant que, alors en France en tout cas, la loi 1901 sur les associations, elle permet tout car elle n'empêche rien. Donc on pourrait, là par exemple, dans l'association dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai été membre du CA, donc le Havre de Culture, nous sommes 10 coprésidents, 10 membres du CA. On a tous le même grade en fait. Donc, et c'est là que la difficulté arrive, c'est-à-dire comment on fait. Qui dit quoi, qui prend ça en charge, qui va prendre la trésorerie en charge, qui va prendre le rendez-vous avec telle structure en charge, etc. Donc en fait, ce qui est très sain, c'est que ça pousse à la démocratie. Ça pousse au compromis, ça pousse à en discuter, ça pousse à donner son avis. Et là, on voit qu'on ne sait pas faire. On voit que même actuellement, à force d'en discuter, on est dans notre belle démocratie, on ne sait pas comment faire. Parce qu'on a besoin toujours, instinctivement, de ce petit leadership, de cette petite graine qui dit bon ben voilà, toi tu fais ça, hop, on avance là-dessus, etc. D'accord, vas-y, on y va. Voilà. Mais on va pousser du coup à la démocratie, on va pousser à la coopération. Et donc c'est là qu'on voit les petites difficultés de certains à attendre, à pas forcément oser, parce que y en a un qui parle plus fort, qui a plus de verve, qui est plus voilà, c'est vraiment un problème un souci de personnalité. Je pense que depuis 10-15 ans, on est sur un moment charnière, une transition pour la forme associative, effectivement. Chez nous, elle repose sur cette loi de 1901 qui permet effectivement pas mal de choses. Je pense que la forme associative, elle est impactée par le rythme de vie des gens, qui a évolué quand même assez rapidement. Et s'il y a 20, 25 ans, 30 ans, c'était relativement facile de prendre de son temps personnel du coup pour partager à travers une association voilà, du temps pour remplir un certain nombre d'objectifs qui soient sociaux ou culturels. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, les rythmes sont plus soutenus. Les gens
ont du mal à concevoir l'investissement associatif, je trouve, comme autre chose que du temps de travail supplémentaire. Ce qui fait que c'est des fois compliqué d'avoir autant d'adhérents et de membres actifs qu'on pouvait en avoir il y a 20 ou 25 ans. Et puis il y a cette histoire effectivement du fait qu'on a du mal un petit peu à se dégager de ce système pyramidal où on aurait quelques personnes qui diraient aux autres quoi faire et comment faire. Il y a une envie, en tout cas pour je pense les générations les plus jeunes, quand elles s'investissent dans des associations ou qu'elles en créent aujourd'hui, d'aller vers des modes de gouvernance un petit peu différentes. Mais on est encore marqué par ce modèle pyramidal. Et puis les gens qui sont en capacité en termes de temps aujourd'hui de s'investir dans les associations pleinement, ce sont des gens qui ne sont plus en activité professionnelle majoritairement. Et qui sont aussi marqués par leurs expériences et ce qu'ils ont pu vivre et les fonctionnements dont ils ont l'habitude en association, qui sont plus toujours en adéquation avec ce qu'on attend aujourd'hui en termes de démocratie participative au sein des associations. Et qui pourraient, malgré peut-être le petit nombre d'adhérents, les rendre toujours aussi vivantes et actives. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire et à fabriquer. Voilà, de gouvernance partagée, le mot est très juste. On ne va pas parler de directivité ou de dictat tout de suite, on va parler de gouvernance partagée, c'est ça. On va pousser à bosser ensemble, il faut qu'on le fasse. Et c'est vrai que, pour dire le mot, les gens qui vont avoir plus de temps, donc les gens retraités, mais qui sont toujours actifs. J'entends souvent le mot inactif pour des gens retraités. Moi, tous les retraités que je connais, la plupart, voire je vais dire à 80%, ils font beaucoup de choses, vraiment. Ils ont ce temps. Ils ont alors selon l'argent qui va tomber par mois, on va dire, ça correspond à chacun, c'est intime, mais ils vont avoir le temps et du coup, ils vont vouloir faire des choses. Et dans nos associations, les plus actifs, c'est eux, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais en effet, là, le problème intergénérationnel va pouvoir se poser. Il peut se poser, il y a des gens ouverts, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est une question de culture et de temps et de ce qu'on a appris de la vie. Et donc, peut-être la jeunesse qui s'y met, ou les gens un peu plus jeunes qui s'y mettent, ont peut-être justement inconsciemment cette demande de l'ancien, on va dire, ça c'est pas culturel partout pareil, montre-nous qu'est-ce que tu as appris, comment tu le fais, voilà. Mais moi j'ai des idées novatrices et je vis dans mon temps actuel et le monde futur, c'est moi qui vais le vivre aussi. Et comme on ne sait pas ce que ça va être le monde futur, il faut peut-être essayer des nouvelles choses, il faut peut-être tester, etc. Et c'est là qu'après, on fait des compromis, on essaye, on avance. Voilà. Je pense que ces histoires de formes d'association alors, de toute façon, on fonctionne dans notre société toujours sur ce modèle pyramidal. Ça, c'est une réalité. Mais effectivement, on peut s'interroger sur ce qui nous enferme un petit peu là-dedans. Et je pense que culturellement, l'école fonctionne encore beaucoup comme ça. On est toujours un peu sur de la compétition plutôt que de la coopération. Alors j'imagine que ça dépend des pays aussi, ça peut être très variable. Je pense que chez nous, oui, et d'une école à une autre, même avec un système public national, effectivement, ça dépend aussi des individus dans chaque établissement. Il y a peut-être quelque chose à jouer aussi là-dessus. Et dans le fait de pouvoir coopérer sur des choses, sur des projets avec une mise en œuvre concrète derrière. Je pense que ça, c'est des choses qui pourraient effectivement s'envisager dès l'école et peut-être permettre un renouveau, en tout cas de l'association par ce biais-là. Mais toujours reste cette question du temps aussi et de la maîtrise du temps. Dans notre société, on a tendance à courir partout et avoir des emplois du temps vraiment très, 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 très bordés aujourd'hui, très calibrés. Bordés, et je rajouterais aussi peut-être auto-limité, alors que ce soit conscient ou inconscient, au XXIe siècle, à l'arrivée de la 5G destructrice de l'environnement, on est souvent pris par nos écrans. Donc, à tort ou à raison, c'est pas le problème. C'est juste que c'est un temps nouveau qu'il n'y avait pas forcément avant.
Et donc toute cette base d'informations qu'on peut avoir, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit juste tous les sites internet, les millions de blogs, les millions de choses qu'on peut y trouver, notre super communicativité au sein de l'outil internet nous pompe ce temps-là. Qui pourrait peut-être justement servir à ça. Et d'arriver à en faire le parallèle, la part des choses entre le côté effectif IRL, on va dire, pour ceux qui connaissent le mot, in real life, dans la vie physique, on va dire, et après dans la vie virtuelle, d'arriver à faire justement cette petite balance. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Et quand on est justement dans un milieu social moins aisé, pour éviter les gros mots, on a peut-être plus tendance justement à se faire emballer par ça et y être, et pas être tout de suite dans une action quelconque parce qu'on a des convictions, parce qu'on veut le faire, parce que ça ne nous paraît pas juste, parce que si, parce que ça. Alors que peut-être justement, encore une fois, cette base, les anciens et les jeunes, les anciens n'ont pas forcément connu ça étant jeunes, donc ont eu cette habitude d'utiliser leur temps autrement. Donc je pense qu'il y a aussi ce rapprochement à faire, et voilà. Et outre, parce que là on sort un peu de l'idée de la classe sociale, pour revenir à la classe sociale, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là aussi de temps alloué, d'habitude de vie, d'habitude d'avoir utilisé son temps pour quelque chose ou d'autre. Et selon les endroits, selon justement l'aisance de vie qu'on a pu avoir, on a vraiment des orientations, qu'elles soient sociales, politiques, c'est pas la question, mais différentes en fait. Et on subit un petit peu ça si on n'y réfléchit pas trop. Et généralement, en termes de l'inconscience, on n'y est pas confronté. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué vraiment sur mes derniers investissements associatifs, ce qui m'a peut-être essoufflé un petit peu aussi de ce côté-là, sur une association du coup qui... je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Colibri. Du coup, on a fait partie, c'est aussi par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, d'un groupe local qui essayait du coup de tester des modes de gouvernance un peu plus horizontales. Et on s'aperçoit qu'on a un enfermement individuel dans cette idée de est-ce qu'on a le droit d'être moteur ? Est-ce qu'on a le droit d'être force de proposition ? Est-ce que finalement, là où on en est socialement et dans notre histoire, on a ce droit de proposer quelque chose et est-ce que nos idées peuvent être valables ? Et moi, j'ai eu l'impression à un moment donné, je pense que ça m'a essoufflée vraiment, notamment sur cette expérience associative-là, c'est cette envie d'être dans la coopération. Et finalement, par moment, de me retrouver, parce que moi, j'y vais, j'aime bien, j'avance, donc j'attends pas, puis je fais en général. Et de me retrouver en position de devoir dire, voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, à des gens qui étaient en demande et qui n'arrivaient pas à se positionner eux-mêmes et à prendre l'initiative. Et c'était pas ce dont j'avais envie. Mais je me suis aperçue à cette occasion-là qu'il y avait des gens qui avaient du mal à prendre l'initiative et à se donner ce droit et des fois à se considérer avoir suffisamment de considération pour eux-mêmes finalement pour s'autoriser ça. Je pense que c'est quelque chose qui joue aussi dans le monde associatif et le fait que souvent on est des structures associatives qui s'essoufflent parce qu'elles reposent sur un petit bureau qui se retrouve finalement à prendre toutes les décisions et tout faire quand c'est pas forcément son envie et son objectif au départ. Et là où la tâche finalement et où l'investissement en temps et en énergie pourrait être réparti sur énormément de personnes, souvent c'est 4, 5, 6 personnes qui vont finir par porter et vivre ça finalement comme une charge de travail plutôt qu'un plaisir et du partage à développer quelque chose, quel que soit le domaine. Nous, on est toujours un petit peu, vous l'avez compris, dans l'association militante, surtout, voilà, c'est les domaines qui nous ont happés aussi dans notre histoire d'environnement, parce que c'est les problématiques actuelles dans lesquelles on a grandi, nous aussi, de toute façon. Mais je pense que dans le loisir et dans la culture, au niveau associatif, on se retrouve avec ces mêmes problèmes fonctionnels
mais qui sont liées aussi au positionnement de chacun dans la société, je pense. Il y a vraiment un lien étroit entre la valeur qu'on s'accorde et la valeur qu'on nous accorde aussi dans la société, la liberté que ça nous donne de prendre l'initiative, de s'exprimer sur des choses qui nous concernent pourtant. Mais du coup, je pense qu'il y a des interrogations à avoir de ce côté-là. Oui, ça correspond à notre souci humain d'ego et de considération de soi. Hein, comme tu le dis, c'est vraiment, voilà, est-ce que j'aurais le droit de proposer ça dans l'association, sachant que si je dis ça, peut-être que lui, il va me dire que bah non, voilà, j'ai pas envie de confrontation, etc. etc. Donc c'est vrai que Julie est assez... pas directive, elle est voilà, envie de faire, envie de fabriquer, envie de créer. Moi, je dirais à l'inverse, parce que ça, on peut rentrer dans le schéma de directivité. Moi, mon côté actif et mon côté envie de faire, ça a plus été une transformation de la colère que j'avais par rapport au monde que je voyais. Je me suis dit, autant canaliser cette énergie au bout d'un moment, donc il a fallu le comprendre déjà, passer par plein d'étapes. Donc je pense que c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai rejoint le monde associatif assez tard, et je me suis dit, c'est un biais, justement, pour faire des choses, et sans être en bonne et due forme, mais en tout cas dans le modèle sociétal dans lequel on est, c'est possible comme ça, allons-y, apprenons et essayons de faire. Et au vu voilà, je dirais de quelques victoires, quelques déceptions, quelques actions qui ont été faites, qui ont été bien menées, qui ont été mal menées, etc., l'expérience aidant, on voit qu'il y a du positif derrière. C'est efficace, ça transmet, et on transmet, voilà, j'aime bien dire ça maintenant, on lance des graines, on voit si ça pousse. Ça pousse pas, c'est pas grave, on va pas forcer. Voilà. Donc toujours dans l'idée maintenant, ne plus essayer de convaincre, mais essayer de faire réfléchir. C'est vraiment le but. Et à tout niveau, pour tout le monde. Sans limite de classe sociale quelconque. C'est pas la question.